Bonjour chez vous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Grégoire Sowadan. Il est écrivain, il est également musicien, compositeur. Avec lui, nous allons parler d'un thème très intéressant qui touche le mariage, vivre heureux en ménage, les clés de la réussite. Nous allons parler donc des clés de la réussite de la vie en ménage. Alors, Monsieur Grégoire Sowadan, bonjour. Bonjour, madame. Et ravi de vous recevoir sur Sika Télévision. Moi aussi, je le suis. Vous êtes chrétien confirmé, vous êtes très ancré dans les questions de religion. On vous connaît aussi bien dans le monde de la musique, puisque vous avez sorti en novembre 2016 déjà un ouvrage justement qui parle de chants notés, et justement qui était intitulé Chants divins, chants de vie. Et aujourd'hui, vous nous revenez avec un nouvel ouvrage qui a nom Vivre heureux en ménage. Donc vous nous parlez de mariage en quelque sorte. Dites-nous, c'est quoi le message que vous voulez transmettre à travers cet ouvrage? Le message principal, c'est qu'avant de s'engager dans la vie conjugale, il faut s'être préparé. Quand les joueurs doivent aller sur un terrain pour jouer, ils consacrent du temps à leur préparation. Mais généralement, quand il s'agit du mariage, qui occupe la plus grande partie de notre vie, on ne fait aucune préparation, on s'y jette. Ce n'est pas normal. Donc il faut absolument qu'on se prépare, que chacun de son côté se prépare d'abord au mariage avant de s'y engager. Sinon, c'est la catastrophe. Et cette préparation consiste en quelques lois qu'on doit intégrer. Par exemple, s'être exercé à ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est très important dans un couple. Il faut l'avoir appris avant. Ne rien attendre de l'autre. Quand j'attends de quelqu'un 100 000 francs et qu'il me donne 20 000, je suis déçu. Mais quand je n'attends rien et qu'il me donne 10 000, je suis très heureux. Ma déception est due non pas à ce que je reçois de l'autre, mais ma déception est due à mes attentes qui n'ont pas été comblées. Celui qui veut être heureux en ménage doit avoir appris, s'être entraîné longuement à ne rien attendre de l'autre. La plupart vont dans le foyer en disant « Ah, ma femme doit faire ceci, mon mari doit faire ça. » Et quand le mari ou la femme ne fait pas ce à quoi ils s'attendent, c'est la catastrophe. Donc on doit éviter cela. Donc, voilà, quelque part, vous voulez dire qu'il faut battre en brèche ses principes et descendre vraiment de son piédestal pour se dire, bon, humilité. Humilité absolue. Liberté. Liberté, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. La liberté, c'est en arriver à ne pas dépendre de l'autre. Quand vous tenez à ce que l'autre fasse quelque chose, vous êtes lié à lui. Donc, il faut apprendre à laisser l'autre libre de faire ce qu'il veut. Tout en étant vous-même libre de faire ce que vous voulez, en tenant compte du principe qu'il ne faut pas faire à l'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà. Alors justement, donc, selon vos dires, il ne suffit pas de vivre en ménage pour vivre heureux. Non, il ne suffit pas de vivre, il faut s'être préparé. Maintenant, quand vous êtes préparé, il faut ensuite choisir le conjoint compatible. Je définis dans mon livre 5 critères de compatibilité. Le premier critère, c'est un même niveau de conscience, un même niveau de compréhension. Quand vous ne pouvez pas échanger valablement dans un foyer, ce n'est pas bon. On n'est pas là seulement pour faire des enfants. On est là en tant qu'amis pour pouvoir échanger, échanger des points de vue, etc. Il faut pouvoir se comprendre quand on échange. Et le deuxième critère, c'est l'honnêteté intellectuelle. Ce qui veut dire, de part et d'autre, bien sûr. Quand j'ai tort, je dois pouvoir m'agenouiller et demander pardon à ma femme. Je dois pouvoir dire à ma femme, ah, tu as raison, je me suis trompé. Celui qui est incapable de reconnaître qu'il a tort n'est pas prêt pour se marier. Autrement dit, reconnaître ses torts, ce n'est pas une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse. C'est tout le contraire. Non, ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle. Le troisième critère, je dis, c'est un degré minimum de liberté, d'indépendance vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses propres parents. Parce que
Personne ne doit laisser ses parents venir semer la pagaille dans son foyer. Ben, attends, vous tenez ça d'où, là? Que les parents viennent semer la zizanie dans la famille de leur enfant. Ah oui. Cette liberté-là, définissez-nous là. Donc, je ne comprends pas. Généralement, quand vous recevez, par exemple, quelqu'un votre frère chez vous, le frère peut aller raconter tout ce qu'il veut aux parents. Les parents lui donneront raison. On ne verra même pas que ce frère-là se comporte mal et que ce n'est pas... Je donne un exemple. J'avais reçu chez moi en 93 mon frère qui ne faisait rien, il n'aimait rien. Il ne serait pas d'accord avec vous, hein, à l'entendre. Oui, il est maintenant grand, il reconnaît qu'il avait mal agi à l'époque. Il n'aimait rien faire. Balayer la chambre, non, rien, aucun travail domestique. Alors, je les renvoie au village. Et j'ai eu la présence d'esprit de demander à mes parents, mais si j'étais marié, que mon frère venait vivre avec moi et se comportait de la sorte, pensez-vous que j'aurais raison de le renvoyer? Ils ont dit oui. Je dis, mais dans ce cas, que direz-vous? Ah, mon père a dit, on dira que c'est à cause de ta femme. Je dis, ah bon? Directement? Donc, oui. Je dis, ah bon? Donc, parce que je suis marié, mon frère peut venir faire toute sa pagaille chez moi, si je lui ouvre ma porte, bien sûr, et je ne peux rien dire, parce qu'on dira que c'est ma femme. Il dit, ah non, dans ce cas, le jour où je me marierai, aucun frère ne viendra chez moi. Si parce qu'un frère est avec moi, parce que je suis marié, un frère vient vivre avec moi, il doit pouvoir faire tout ce qu'il veut sans que je ne puisse rien dire, et que vous, sans demander mon avis, vous lui donneriez automatiquement raison, alors là, c'est grave. Donc, je prends mes mesures. Depuis 93, moi, j'ai dit à mes parents, écoutez, si vous apprenez un jour que je suis marié, attention, évitez de venir me voir pour dire à ton frère, ton neveu va rester avec toi, parce que vous n'êtes pas objectif. La femme est victimisée, elle est considérée comme l'esclave à qui on peut tout faire. Et ça, il ne faut pas qu'un homme accepte ça. Mais quand vous parlez de liberté vis-à-vis des parents, c'est quoi les limites? D'où est-ce que cette liberté part? Et où est-ce qu'elle s'arrête? C'est quoi les liens qu'on pourrait garder avec la famille alors, les parents? Les parents, un exemple très très simple. Supposez que avant mon mariage, j'avais l'habitude de donner tous les mois 50 000 francs à mes parents pour les aider dans leur quotidien. Le jour où je me marie, avec des enfants, je n'aurai plus la possibilité de donner tout cet argent. Mais imaginez que je décide de n'envoyer que 10 000. Mes parents peuvent s'en prendre à moi ou s'en prendre à ma femme en disant oui, depuis qu'il est marié, il ne veut plus donner de l'argent, etc. Donc du coup, il ne faut plus donner? Pas qu'il ne faut pas donner. Moi, la solution que j'avais trouvée depuis, c'est quoi? Je ne donne rien de façon continue. Je peux aller au village donner 30 000 aujourd'hui. Une fois en passant? Une fois en passant. Une autre fois, je vais au village, je ne donne rien. Une autre fois, 2 000 francs. 5 000, je ne donne rien. Les parents ne doivent jamais s'attendre à rien. Et chaque fois que je leur donne quoi que ce soit, quelle que soit la quantité de ce que je leur donne, ils sont satisfaits. C'est une façon de préserver sa liberté. Le jour où tu vas te marier et que tu ne donneras pas, on ne dira pas que c'est à cause de ta femme. Quand tu en as, tu donnes parce que ce sont tes parents, ils se sont sacrifiés pour toi, tu donnes. Mais le don ne doit pas vous lier, ne doit pas me lier. C'est ça. Et l'autre quatrième point que vous abordez, c'est bien la compatibilité biologique. Ah oui. Qui est très importante aussi. C'est très, très important. Si je suis un AS, je n'épouserai jamais une femme AS. C'est très dangereux. Quels que soient les sentiments. Oui, quels que soient les sentiments. Je dis quelque part, il ne suffit pas de s'aimer pour se marier. Il faut être compatible. L'amour ne suffit pas, il faut la compatibilité. Vous êtes AS, vous allez épouser une AS, vous risquez d'avoir des enfants SS. Malades. Des enfants malades, vous allez passer toute votre vie d'hôpitaux en hôpitaux, ce n'est pas bon. Alors, il y a des choses à éviter. L'amour ne doit pas primer sur tout. Il faut tenir compte de la compatibilité. La compatibilité biologique, mais il y a d'autres formes de compatibilité aussi. Compatibilité d'humeur, compatibilité religieuse aussi. Absolument, parce que vous en parlez, hein, l'appartenance à la même tendance religieuse. Oui. Ça facilite les choses.
pas nécessairement, parce que quand bien même vous êtes de la même religion, si vous ne vous êtes pas préparé, si vous n'êtes pas indépendant vis-à-vis de vos parents, mais la religion n'apportera pas, la même religion n'apportera pas la paix dans votre foyer, c'est clair. C'est clair. Mais lorsqu'on observe, qu'on constate que les guerres dans le monde sont en général des guerres de religion, je pense que être ressorti de deux religions en guerre et se mettre ensemble dans un couple, dans un foyer, c'est comme si on transposait cette guerre de religion dans son propre foyer. Il y en a qui réagissent, disent « Ah non, nous on connaît des musulmans qui se sont mariés à des chrétiens ». Je ne suis pas sûr qu'on leur dise vraiment, que ces mariés-là leur disent les problèmes qu'ils ont vis-à-vis de la part de leur famille respective ou de leur religion respective. Je ne suis pas sûr parce qu'on n'en parle pas en général. C'est possible qu'on soit heureux tout en étant de religions différentes. Mais ce n'est pas grave. Mais la probabilité est très grande que ça ne passe, ça ne marche pas. Les exceptions viennent toujours confirmer une règle. C'est ça. Mais n'empêche, les exceptions n'éliminent pas les règles, ne mettent. Alors, M. Grégoire Sow-Adam, quelque part dans votre ouvrage, vous soulevez également des questions polémiques, comme la dot. Vous êtes foncièrement contre la dot, oui, je suis contre qui la est dot. quand même quelque part le point de départ d'une union. Oui. On est en Afrique. Oui, oui. Je suis contre la dot. Pourquoi? Je suis contre la manière dont ça se pratique. D'abord, la dot doit être symbolique. Ça doit être un don symbolique et non un tribut qu'on paye, quelque chose qu'on paye pour acheter sa femme. Non. Et en tant que tel, en tant qu'un fait symbolique, il faut absolument que l'homme soit présent et que ce soit lui-même qui demande la main de sa femme. Et non sa famille, ses tantes, ses oncles qui viennent, qui ne connaissent même pas, qu'il ne connaît pas souvent, qui viennent à sa place, lui-même n'est même pas là. Si les mariés ont des problèmes dans leur foyer demain, est-ce que ces membres de la famille seront là? Non, ils ne seront pas là. Alors, les mettre au premier plan, à l'alpha du mariage, de la vie, que ce n'est pas bon. C'est une erreur. Bon. C'est à l'homme de demander la main de sa femme en présence de ses propres parents, qui ne seraient que des témoins. Et il demande cette main aux parents directs de sa femme. Moi, je pense que nous devons changer. Casser un peu les traditions qui n'ont pas que des côtés positifs. Ah non, non, non. Ça, ce n'est pas positif. En tout cas, M. Grégoire Sow-Adam, il y a tellement à dire encore. En gros, il faut retenir que vivre en ménage, ça engrange beaucoup comment je vais dire, d'attitude. De prédisposition, d'une éducation préalable à cette union-là. Il faut se préparer à vivre ensemble. C'est tout un exercice, c'est tout un apprentissage, comme vous le dites si bien. Nous aurons d'autres occasions de revenir sur ce sujet qu'on ne peut pas épuiser en un seul numéro. Donc, vous nous promettez de revenir? Ce sera avec joie. Merci beaucoup, M. Grégoire Sow-Adam. Je rappelle, vous êtes écrivain, vous êtes compositeur et avec vous, nous avons parlé de vivre en ménage, les clés de la réussite de cette vie de couple, de cette vie en ménage. Et justement, tout est contenu donc dans cet ouvrage-là, Vivre heureux en ménage. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Je vous en prie. Ça fait un plaisir. Merci. C'est la fin de votre émission donc, mesdames et messieurs, ravi de vous l'avoir présenté. Au revoir.